Bonjour à tous, on est vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui et honorés de participer à cet événement très important. Merci à notre ami Nicolas Bouzou de nous avoir invités. D'ailleurs, c'est justement parce qu'on est des amis qu'il nous a invités, pas parce qu'on est compétents. Ça tombe bien puisqu'on est venu, on n'est pas venu pour Nicolas, on est venu pour bronzer sous le soleil de Saint-Raphaël. Non, c'est pas vrai, on est super compétents. Donc pour revenir à notre conférence, Yves Tréhard, qui devait venir, est souffrant. Il semblerait qu'il ait la maladie de ces 2 dernières années, à savoir le Covid. Pourtant, il est masqué jour et nuit, c'est étonnant. C'est dire s'il faut vraiment suivre les gestes barrières et surtout se vacciner. Donc on a tiré au sort à la courte paille qui allait animer la conférence. C'est tombé sur moi, donc tant pis pour vous. Je vais devoir m'auto-interviewer, je vais changer de siège à chaque fois. Voilà, donc les 4 participants. On va commencer par Guy Valencien. Bonjour Guy. Bonjour Fabien. Alors Guy, c'est une personnalité incroyable. Il est chirurgien urologue, il est membre de l'Académie de médecine, membre de l'Académie de chirurgie, directeur de l'École européenne de chirurgie. C'est le premier d'ailleurs qui a utilisé un robot en chirurgie urologique à Montsouris. Il est fondateur du très célèbre congrès CHAM, qui est le véritable Davos de la santé. Il a publié un paquet d'ouvrages. C'est une des rares grandes gueules du monde de la santé. On en a bien besoin. Quand on lui a demandé s'il voulait faire de la politique, il a dit pour faire de la politique, il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est pas mon genre. C'est vrai, Guy? C'est toi qui le dis. Donc Guy, c'est mon idole. Bon, après Nicolas Bouzou, bien sûr, hein, évidemment. Donc David Gruson, le voilà. Il n'est pas médecin, il fait ce qu'il peut. Donc après lui, après un brevet des collèges, il est quand même passé par Sciences Po, l'ENA, l'école des hautes études en santé publique. Il a été directeur d'hôpital, il a été délégué général de la Fédération hospitalière de France. Il est directeur du programme Santé Jouve, il est conseiller à la Cour des comptes, il est spécialiste surtout de l'intelligence artificielle. Et lui aussi a écrit de nombreux ouvrages, dont le très célèbre et prémonitoire livre Sarah, une intelligence artificielle, qui prévoyait la pandémie 3 ans avant, quoi. C'est quand même incroyable. L'avant-dernier, c'est Raphaël Weil, qui est médecin à l'hôpital de Bicêtre, qui est spécialiste en santé publique, il est épidémiologiste. Il est président des ateliers Mercure, voilà. Donc, quant à moi, moi j'ai la chance d'être des 2 côtés de la caméra, puisque je suis cardiologue à Paris, je pratique en libéral et à l'hôpital, à Ambroise-Paré à Boulogne, et je dirige et j'anime une émission de santé qui s'appelle Check-up Santé sur BFM Business depuis une dizaine d'années. J'ai oublié de me présenter, de me dire bonjour Fabien. Oui, je m'appelle Fabien Guez. Voilà, je vais essayer de faire Alors donc la santé, on le sait, ça intéresse beaucoup de monde, la preuve. Hein, il y a eu 2-3 topos. Il y aura 2-3 topos ces 3 jours de débat. On parle beaucoup de santé publique, évidemment. Je parle toujours du syndrome Astérix. En France, on est les meilleurs, hein, évidemment. Le reste, il y a nous et le reste du monde. Alors que, franchement, notre système de soins, on a vu récemment les résultats du baromètre d'une enquête de l'OCDE, qui disait que sur 28 pays, on était juste au milieu. On était évidemment premier dans le reste à charge, dans l'assistance, dans le recours aux médicaments, les antibiotiques. On est les meilleurs consommateurs d'antibiotiques au monde. Mais on était les derniers en prévention. On était les derniers sur 28. On était quasiment les derniers en prévention. Ça, c'est un gros problème. On va en reparler évidemment. On va peut-être distinguer 4 chapitres dans cette heure. Après, évidemment, vous pourrez poser vos questions. Tout d'abord, la formation de nos professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, etc. Gros souci. C'est vrai que cette formation, elle a changé évidemment considérablement ces dernières années, mais il y a encore pas mal de choses à faire, n'est-ce pas, Guy? Oh oui, et comment malheureusement la dernière réforme des études de médecine est une catastrophe. Et on a voulu faire en sorte que des étudiants qui étaient partis dans d'autres voies puissent rejoindre. C'est une très bonne idée. Je crois que l'on peut avoir des jeunes qui changent d'orientation au fur et à mesure de leurs études. Mais on a abouti à une espèce de maelstrom, un système extraordinairement complexe
qui est inviable. Or, si on regarde aujourd'hui, le problème des universités, c'est qu'elles apprennent de la connaissance. Elles n'apprennent pas des métiers. Et moi, je milite pour que l'on crée des écoles de santé et non pas des universités de médecine et des facultés de médecine. C'est fini, ça. Il faut aboutir à des écoles, comme il y a des grandes écoles, des écoles de santé et qui intégreraient toutes les données de façon à apprendre des métiers. Et dans ces écoles, la licence, si on peut dire, les 3 premières années, serait faite pour tous les étudiants et étudiantes, que l'on veuille être infirmier, pharmacien, médecin, kiné, psychologue ou autre. On est obligé, il faut avoir cette expérience du malade au lit de la pathologie pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a passé la licence, comme on passe une licence en droit, après tout une licence en droit, on la fait tous avant d'ensuite s'orienter vers des spécialités. Et à partir de cette licence, on aurait des masters infirmiers et des doctorats infirmiers, des masters médicaux, des doctorats médicaux, de façon à établir une nouvelle organisation dans l'ordre des choses et ne plus faire en sorte que le médecin soit le seul responsable de tout. Ça, c'est la vision de mes vieux collègues qui n'ont rien compris de l'évolution du monde. Et quand on voit la difficulté qu'ont les infirmières en pratique avancée, celles qui ont passé un master tout récemment pour pouvoir s'installer dans la vie active et assurer leur métier, c'est terrible parce que mes collègues sont encore à leur dire « fais pas ci, fais pas ça ». Elles ont une responsabilité parce qu'elles ont une compétence. Et donc, je milite beaucoup pour qu'il n'y ait pas de délégation de tâches, mais des vrais transferts avec la responsabilité qui s'y ajoute. Et quand je vois les syndicats médicaux et le Conseil de l'ordre, national de l'ordre, qui sont montés au créneau en disant scandale parce qu'on voulait faire aux orthoptistes, leur proposer des prescriptions, des primo-prescriptions et qu'il fallait réserver aux ophtalmos, je m'étrangle. On est dans quel monde? On est dans le monde du médecin de Balzac, le bon docteur Bianchon de la peau de chagrin. Enfin, Guy, on va en reparler un peu plus tard. Je vous avais prévenu. Hein. Donc écoute, il faut vraiment bousculer les études de médecine. Guy, voilà. tu as été aussi un des rares à dire que les études de médecine étaient beaucoup trop longues. Oui, bien sûr, avec les éléments de la simulation, les éléments numériques qui nous permettent de tester toutes les cas les plus graves et de le répéter, on pourrait former un médecin en 6 ans au lieu d'attendre 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ce n'est plus possible. Il faut aller plus vite, ce qui permet un meilleur renouvellement des générations. Quand on fait une grande école, on ne met pas 12 ans avant d'être sur le marché du travail. David Gruson, un spécialiste un peu des nouvelles technologies, est-ce que justement ces nouvelles technologies permettent là aussi d'améliorer la formation des professionnels de santé? Oui, alors juste avant de répondre, évidemment un petit mot pour remercier Nicolas Bouzou de son invitation et puis la mairie de Saint-Raphaël, un petit mot d'expression d'admiration pour Guy. Cher Guy, tu as tracé tout ça et ses perspectives et puis vous inviter à regarder vraiment Check-up Santé sur BFM Business parce que c'est une très bonne émission où on traite de ces sujets. Donc sur le lien entre formation des professionnels et numérique, là aussi c'est des sujets sur lesquels Guy a eu l'occasion un peu avant tout le monde de s'exprimer, de tracer la voie. Finalement, ce point intervient sur 2 aspects. Il y a d'abord, comme Guy a déjà commencé à le dire, toute une série de nouvelles technologies de formation par des outils de simulation numérique. On peut aujourd'hui tout à fait, avec des technologies de digital learning, recomposer un bloc opératoire pour enseigner le geste chirurgical, enseigner aussi des stress tests de situations de crise dans des contextes d'anticipation, de contextes de gestion épidémique. Donc on peut utiliser le numérique comme une manière d'accélérer, de rendre la formation en santé plus efficace. Et le deuxième aspect, on y reviendra sûrement un peu plus tard dans la table ronde, c'est que évidemment, il faut former au numérique et à l'intelligence artificielle dans ces métiers. Et là, on est en retard. Alors, il y a des initiatives qui ont été prises ponctuelles. Par exemple, la fac de Dijon, la fac de La Réunion ont intégré une sensibilisation à l'IA en début de cursus. Mais évidemment, il faudrait rendre ça tout à fait systématique au départ du cursus et puis après en spécialité, en précisant les choses de la même manière dans les formations paramédicales. Donc là, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a mis en place un système de formation globale sur 2 jours de ses futurs infirmiers au numérique et à l'IA. Mais ça change tellement de choses dans le système qu'il faudrait rendre ça absolument systématique. Un petit point pour vous dire que sur ce thème-là, les professionnels
libéraux ont été plutôt en avance, en saluant la présence d'ailleurs du docteur Frédéric Lequillou, pneumologue libéral, président de Santé Respiratoire France, puisque depuis 2019, on a inscrit l'intelligence artificielle, le numérique, comme orientation prioritaire de développement professionnel continu, de formation médicale continue. C'est-à-dire qu'on peut maintenant construire des programmes de formation assez méthodaux. Et il y a par exemple déjà un peu plus de 400 radiologues qui se sont formés à des outils de ce type. Mais évidemment, on n'est pas encore à la maille. Il faut systématiser la formation des professionnels en formation initiale, en formation continue à ces outils, vu ce qu'ils révolutionnent dans le système de santé. Et c'est vrai qu'il y a certaines spécialités qui s'adaptent plus ou moins facilement à la digitalisation de ces formations. Oui, c'est sûr. Comprenez-moi bien, il ne s'agit certainement pas de transformer les médecins ou les infirmiers en informaticiens ou en algorithmiciens. C'est pas ça le propos, mais l'idée c'est qu'au moins chaque futur professionnel dans une spécialité déterminée puisse connaître les cas d'usage de déploiement de solutions numériques dans sa discipline et une perception globale des enjeux éthiques associés et des enjeux de transformation des métiers, et que ces formations soient actualisées en continu. Parce que là aussi, je pense, Guy, en parlant sous ton contrôle, aujourd'hui, l'enseignement du savoir dans le domaine de la santé, c'est vrai aussi dans mon domaine du management du système, il n'est plus du tout figé. Les cours ne sont pas achetés d'une année sur l'autre, mais ils sont à actualiser vraiment très précisément, parce que dans le domaine du numérique et de l'IA, il y a quasiment des nouvelles solutions qui sortent toutes les semaines dans ces domaines. Raphaël, vous qui êtes à l'intérieur du Mammouth et l'assistance publique, comment ça se passe la formation ? Alors d'abord, merci à Nicolas Bouzou pour son invitation. Je suis ravi d'être là et très honoré de participer à cette table ronde, d'autant que quand je vois autant d'expertise et de connaissances autour de moi, ça force à l'humilité. Mais simplement pour répondre à la question, je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit sur la formation, sur le fait que je pense qu'il faut se poser la question de savoir à quoi on veut répondre. L'une des premières questions à laquelle on veut répondre, c'est la problématique du manque de professionnels de santé. Donc l'un des enjeux principaux de la formation, c'est probablement le volume. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est probablement la problématique la plus stressante et la plus actuelle, c'est le volume de soignants disponibles. Donc il faut augmenter ce volume considérablement. Alors il y a des pistes qui ont été soulevées. Mais pour ça, il faut améliorer l'attractivité. Il faut améliorer l'attractivité. Et c'est là où j'aimerais en venir justement après, c'est que même si on essaye de répondre à des problématiques de volume en diminuant les temps de formation, en restant sur des formations extrêmement techniques pour apprendre des métiers, etc., il ne faut pas tomber dans un certain écueil qui consisterait à faire des professionnels de santé des ouvriers du soin. Parce que je pense que c'est un métier de vocation pour beaucoup d'entre eux, pour la plupart d'entre eux. Et si on perd ce côté vocation, je pense qu'on réduira énormément l'attractivité de ce métier. Donc il faut arriver à garder une ligne de crête entre une très bonne technicité, y compris sur des sujets d'IA qui sont absolument essentiels, ne serait-ce que pour assurer la coordination des acteurs, etc. Également sur les soins à fournir. Je pense aussi qu'il y a une transition à faire entre formation initiale et continue. Ça, je pense que je vais dans le même sens que ce que disait Guy. On pourrait raccourcir la formation initiale pour probablement investir plus dans la formation continue, ne serait-ce que pour la formidable évolution que connaissent les sciences biomédicales aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ce que moi j'ai appris, pourtant c'était il n'y a pas si longtemps, je crois, j'espère, ce que moi j'ai appris n'est probablement plus d'actualité pour 10 ou 20% de ce que j'ai pu apprendre. Donc, il y a vraiment un vrai besoin de faire cette transition-là. Le problème, c'est que ce qui est vraiment le plus urgent, c'est de répondre à la question du volume de soignants. C'est un problème, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, mais ce n'est pas un problème franco-français du tout, c'est un problème mondial. Le manque de soignants dans le monde se compte en centaines de millions de soignants manquants. Donc c'est un problème mondial auquel tout le monde est confronté pour des questions de vieillissement de la population, de prise en charge de pathologies de plus en plus chroniques, etc. Voilà, c'est un vrai défi. Il y a juste un sujet tabou avant que Guy ne réponde comment améliorer cette attractivité. Le sujet tabou, c'est comme d'habitude, c'est l'argent. Je veux dire, je suis toujours scandalisé par le salaire de mes infirmières.
mes infirmières qui travaillent, qui ne peuvent jamais prendre leurs heures de récupération, elles gagnent, après 6-7 ans, elles gagnent 1 500 € par mois, quoi. C'est un véritable scandale. Quant aux médecins, on sait que les médecins sont les médecins les moins bien payés d'Europe. Le généraliste, maintenant, pour faire des études de généraliste, c'est 10 ans. 10 ans, parce que le généraliste est obligé de passer par l'internat. La consultation d'un généraliste est à 25 €, quoi. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste gagne moins bien que ma femme de ménage. Donc, quand on parle d'attractivité, il ne faut pas aussi oublier le côté économique, où les médecins sont... il y a le côté évidemment administratif, les médecins sont surchargés d'un point de vue administratif, ils ont la pression des différents conseils, des différentes institutions, de la Sécu, etc. Et surtout, ils sont obligés, c'est ça qui entraîne une espèce de... C'est cette paupérisation de la médecine qui entraîne parfois certains travers. Un médecin généraliste est obligé de voir 70 personnes par jour, c'est pas normal. Guy, une réflexion là-dessus ? Oui, non, je te rejoins tout à fait. Alors, ce qui est difficile, on parle des revenus, j'ai toujours été frappé de ça, on parle des revenus, on compare des revenus de pays à pays, mais on ne compare pas les dépenses. Nous sommes le pays où le reste à charge est le moins important, 6,9%, il est à 20% en Allemagne, à 25% en Italie. Et donc, nous ne payons pas du tout les études de nos gamins. 180 € la licence, 250 € le master, c'est rien du tout. Donc, j'aimerais savoir si un économiste pourrait nous faire le calcul exactement de ce que nous gagnons par rapport aux subventions, je dirais, étatiques que nous avons et qui sont légion en France. Sinon, je rejoins ce que disait Raphaël. Oui, le monde a besoin de beaucoup plus de soignants, mais je suis persuadé qu'il n'a pas besoin de plus de médecins en France. C'est une erreur. Parce qu'on fait faire aux médecins aujourd'hui des tâches qui sont totalement faisables par des bac+3, bac+5. Pourquoi ? La moitié de ce que fait un généraliste peut être transféré à un infirmier. Pourquoi faut-il absolument que ce soit un médecin qui fasse des certificats d'aptitude au sport, qui fasse des renouvellements d'ordonnances, qui prescrive un comprimé de Molnupiravir pour une cystite chez une jeune femme, enfin, ou un rhume. Où est-on ? Regardons ce qu'a le médecin à faire. Il doit être celui ou celle, puisque c'est 70% de femmes aujourd'hui en faculté de médecine, qui auront à faire les choses les plus difficiles. Donc il faudra de la consultation lente, du temps lent, de l'écoute, de l'empathie. Cela, on ne l'apprend pas du tout en faculté de médecine. Donc pour moi, on n'a pas à être plus de médecins. On a en revanche à aller rechercher les 160 000 infirmiers et infirmières qui ont quitté le métier ces dernières années et qui seraient prêtes à reprendre du boulot si on leur offrait des perspectives de carrière intéressantes. Et là, on se bat contre c'est un combat d'arrière-garde, de rétention de pouvoir. Tu parlais des orthoptistes, tu parlais des opticiens, tu parlais des... Mais oui, mais rétention de pouvoir de mes confrères, je suis désolé de le dire, mais arrêtons ces folies. Un infirmier et une infirmière font un boulot fantastique. En plus, par rapport aux médecins, ils connaissent l'environnement de la personne. Nous, les médecins, nous soignons des maladies. Mais l'infirmier et l'infirmière, ils soignent des personnes parce qu'ils les connaissent dans leur maison, dans leur appartement, dans l'entreprise. Là, on les appelle. Ils connaissent, ils savent si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des nuisances ou pas. Et ils viennent parfois 2 ou 3 fois par jour. Un médecin ne vient jamais 3 fois par jour dans une maison. Il est dans son bureau, dans sa maison de santé, et il voit les gens déconnectés de leur réel. Donc, il faut faire confiance à ces personnels en leur donnant de plus en plus de responsabilités dans l'organigramme sanitaire. Et c'est utopique ? Non, c'est pas utopique, on le gagnera. Mais il faut y aller avec presque violence, parce qu'on va le gagner. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays, comme en Angleterre, au Canada, au Québec. Nos amis québécois ont des infirmières de première ligne, ce qu'ils appellent, qui sont des infirmières qui sont appelées en premier. On n'appelle pas la grande échelle quand il y a un feu de cave. Je suis désolé, chez les pompiers, on sait réguler la gravité des choses. Et là, c'est pareil. Au Canada, les infirmières de première ligne font des prescriptions, font des diagnostics, et on réfère bien sûr aux médecins qui suivent les malades ensuite. Tout ça se passe en osmose. Mais arrêtons d'aller sonner le bon docteur dans sa maison au bout du village. Il n'y en aura plus. C'est fini, c'est fini. Raphaël ? Alors oui, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a un système qui est en train de s'essouffler. Peut-être pour abonder dans le même sens, ce qu'on peut dire, c'est que il y a des raisons historiques à ça. C'est-à-dire que on a eu,
il y a des raisons historiques au fait qu'il puisse y avoir des luttes de pouvoir entre les professionnels, voire des aspects un peu corporatistes, notamment sur le fait qu'il y a eu une période en France où il y avait trop de médecins, entre guillemets, par rapport à la demande et par rapport à la consommation de soins. Ce qui fait que les médecins pouvaient être, notamment les médecins libéraux, un peu en concurrence les uns avec les autres pour s'assurer un revenu du fait du paiement à l'acte. Ensuite, quand on se retrouve dans un système où il n'y a pas assez de médecins, certains ont ancré le fait qu'il fallait protéger son précaré, son activité, parce qu'ils risquaient d'y perdre sur leurs revenus. Donc c'est effectivement ça auquel je pense que c'est ça que soulève Guy, et c'est effectivement à ça qu'il faut mettre fin. Ça passe évidemment par le transfert de compétences. Ça, je pense que tout le monde y est favorable, d'autant que ça rejoint la question de la formation tout à l'heure, mais ça donne des perspectives de carrière à d'autres métiers qui peuvent monter en compétences et monter en responsabilité, ce qui me paraît absolument essentiel. Cela étant dit, dans un système de paiement à l'acte, il reste des problématiques qui font que les besoins réels de santé ou plutôt la consommation de soins et la demande de soins, et y compris la demande de soins médicaux, est surestimée par rapport aux besoins de santé réels. Et par ailleurs, dans un système qui fait aussi peu de prévention que le nôtre, on a des besoins qu'on pourrait réduire, mais pour lesquels ça prendrait du temps. Et donc, dans l'interstice où on est toujours dans un système de paiement à l'acte avec une demande qui est surestimée, donc un problème de pertinence des soins, on est toujours dans un système très curatif qui fait très peu de prévention, qui agit très peu en amont, et donc où la demande de soins est très élevée par manque de prévention, justement, on se retrouve de fait aujourd'hui à système égal, j'ai envie de dire, avec un manque de professionnels, y compris un manque de médecins. Je ne dis pas que la solution, c'est de faire plus de médecins, mais je pense que en termes de transition, il y a forcément un stress par rapport à la demande de soins médicaux. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. David ? Oui, un commentaire là, plutôt du côté de la décision publique. Hein, donc, moi, je bats ma coulpe puisque j'étais il y a 10 ans conseiller chargé de la santé du Premier ministre, donc j'ai une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, je l'assume pleinement. Mais du coup, je me permets de vous partager une réflexion qui est que ce système, il ne se réforme que dans les crises au fond. Il évolue que sous la contrainte. Ça tombe bien. Et que là, je pense qu'on le sent tous. Un certain nombre d'entre nous sont tombés d'ailleurs de leur chaise. On a pris conscience d'un système de santé qu'on pensait le meilleur au monde et qui est en fait très vulnérable sur toute une série d'éléments. Alors, il y a des curseurs qui se sont déplacés dans la crise, des lignes ont bougé. Par exemple, on a fait sauter les verrous économiques de la téléconsultation. Et la téléconsultation est un adjuvant tout à fait précieux pour aller dans le sens de l'évolution que Guy appelait de ses voeux, parce que ça permet d'avoir un professionnel paramédical en première intention qui va avoir accès à un certain nombre de premiers éléments de diagnostic ou de prise en charge, et puis après en téléexpertise avoir le soutien d'un médecin. Mais pour autant, il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'on est en pleine crise encore que le système va se réformer. Pour autant, vous voyez, il y a parce qu'il s'est toujours pas réformé. Il s'est pas réformé, et je pense que même pour vous dire le fond de ma pensée, il y a certains sujets sur lesquels la crise nous a fait régresser dans la conscientisation d'un certain nombre d'éléments de débat public en santé. Je prends un exemple, quitte à pas être politiquement correct, le débat sur les lits hospitaliers. Et donc là, vous voyez, on est dans un moment où tout le monde saute sur les estrades en disant faut plus de lits, faut plus de lits, faut plus de lits. Il y en a des tonnes. Ce qu'il faut, c'est beaucoup plus de lits adaptables, des lits de réanimation et de soins critiques qui puissent être montés en capacité quand la crise survient, ce que l'Allemagne a su mieux faire que nous dans la première étape de gestion de crise. Et là, en fait, le discours global sur le mode « faut plus de lits », il a un effet contre-productif par rapport à des sujets, là aussi, que Guy a mis en exergue depuis une vingtaine d'années, notamment sur les plateaux techniques de chirurgie, qu'il faut recomposer pour avoir des territoires de santé mieux organisés, une première ligne beaucoup plus réactive avec des professionnels paramédicaux, des maisons de santé pluridisciplinaires en première intention, et puis après des plateaux techniques sur lesquels on va aller concentrer de l'expertise, concentrer de la capacité pour pouvoir répondre à la fois en proximité et en expertise. Donc sur ce sujet-là, je crains que la crise ne nous ait fait régresser sur la manière d'ajuster le système de santé. Donc il va falloir du volontarisme politique sur ces questions. On va voir comment se positionnera maintenant qu'on arrive dans la dernière ligne droite du match présidentiel, comment le sujet de la santé se positionnera.
Il faudra beaucoup de courage aux candidats qui voudront en saisir le thème pour porter un agenda un peu clair sur ces sujets, parce que l'expérience en a déjà été faite, politiquement coûteux. Guy, je veux dire, on parle évidemment de plus en plus, là aussi c'est aussi un des problèmes de l'évolution de notre politique de soins, c'est le parcours de soins. Le parcours de soins, est-ce que dans l'évolution, je veux dire, favorable de notre système de soins, est-ce qu'il ne faudra pas plus placer le patient au centre du système? Je vais te répondre, mais je voudrais juste donner avant un chiffre pour montrer où on en est. Dans une interview qu'on avait faite à Cham, justement, une interview du président de la République il y a un mois, je lui avais dit, Monsieur le Président, je me souviens d'un président de la République qui avait dit qu'il y avait un pognon de dingue dans ce pays. Et je lui ai raconté que sur les 220 milliards de dépenses de biens de consommation médicaux en France, 20%, nous dit l'OCDE, 20% en moyenne dans les pays de l'OCDE, de ces dépenses sont des dépenses indues, inutiles. Inutiles. Donc, quand on regarde sur 220 milliards, ça fait 40 milliards. Et avec ça, on pourrait effectivement, à coût constant, réorganiser le système sans dépenser un copec de plus et mieux payer les acteurs. Voilà. Sinon, sur le parcours de soins, je dirais que, oui, moi, j'aime pas l'expression patient au centre, parce que quand on est au centre, on bouge pas. Hein, on est fixe. Et moi, je pense que, bien sûr, les patients doivent être des acteurs, non pas au centre, mais des acteurs. Et ils doivent participer à toutes les instances en ayant de l'expertise de leur pathologie, bien évidemment. Et je suis convaincu, comme tu me le demandes, que dans le futur, on aura une graduation qui se fera à partir des maisons de santé qui sont en train de se développer grâce au comité de professionnels de santé par territoire, qui s'organisent de mieux en mieux. Il y a des expériences merveilleuses qui se font. Je cite simplement la dernière innovation que j'appelle mes voeux, c'est la maison de santé de Montbéliard qui va s'ouvrir. Cette maison de santé va être une maison One Health. Parce que la santé, c'est pas uniquement le bobo, ma maladie ou mon traumatisme. C'est la santé globale. Donc c'est l'environnement, c'est la santé animale et humaine. Et on va aller à des hôpitaux où on soignera les animaux et les hommes en même temps. Et on aura des maisons de santé où on pourra soigner les animaux de compagnie ou les animaux d'élevage en même temps. Il faut arrêter de penser que nous sommes à part. Et nous le ferons dans un cadre d'environnement, d'en formation à l'environnement, ce que nous n'avons absolument pas en médecine. On est dans une vieille tradition universitaire de connaissances médicales. C'est pas assez aujourd'hui dans le monde global qui est le nôtre. Donc tu vois la révolution que ça va être de transformer complètement l'organisation de ce système autour de ces trois clés. One Earth, une seule terre. One Heart, un seul cœur, c'est-à-dire une communauté des êtres vivants. Et One Health, une seule santé. David, quand on parlait justement du patient au centre, excuse-moi Guy, au centre mais mouvant du système de soins, ce sont les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Internet, la digitalisation. C'est vrai que les rapports entre le médecin et les patients ont changé. J'ai tous les jours des patients qui viennent au cabinet. Je dis toujours que les patients sont plus informés qu'avant, ils sont moins formés. Je ne sais plus qui disait, il y a 67 millions de petits docteurs. Je n'ai plus de patients, je n'ai que des petits docteurs qui viennent déjà avec leur diagnostic, parce qu'ils ont regardé sur Doctissimo, sur les forums, etc. Ils ont regardé et ils me dévisagent en me disant, je crois que j'ai le syndrome de Lyell-Nisson. Ils vous dévisagent pour savoir si vous connaissez ce syndrome, qu'ils ont lu sur un site d'Australie du Sud. Donc c'est vrai que les rapports entre le médecin, ce qui fait que le médecin doit être aussi un peu plus formé qu'à une époque. Oui, il y a une vraie. On est en train de faire complètement exploser la frontière entre le domicile et le lieu de prise en charge. C'est d'ailleurs pas spécifique au monde de la santé. Le développement du télétravail, la crise sanitaire a fait sauter toute une série de cloisonnements qu'on pensait absolument figés. C'est les rencontres de l'avenir. Je prends un pari, on va voir pour la prochaine édition. Je prends le pari que d'ici la prochaine édition, on verra, peut-être pas dans sa forme complète, mais les préliminaires de quelque chose qui ressemblera à un Netflix de la santé. Où vous aurez un acteur, plutôt un GAFAM américain ou un BATX chinois, qui proposera accessible sur forfait une batterie de 10 algorithmes de prise en charge courant, et vous ferez la photo de votre grain de beauté
que vous téléchargerez pour avoir une interprétation de diagnostic pour savoir si tout va bien. Et vous voyez ce que ça va amener c'est plus de fluidité d'accès aux soins, ça peut être bien, mais aussi plus de risque de désintermédiation. Et là encore une fois, en parlant sous le contrôle des médecins autour de moi, il ne faut pas confondre rapidité d'accès au système et désintermédiation complète. Parce que précisément, le rôle des professionnels paramédicaux, c'est de nous accompagner. Parce que si on se retrouve seul face à un algorithme, il y a aussi des risques de santé publique importants à un autodiagnostic qui serait laissé là comme ça, traité de manière complètement sauvage. Et puis, au-delà du sujet médical, mais qui est central, vous avez assisté ce matin peut-être à la table ronde passionnante sur le financement du système. S'ajoute un autre élément, c'est que toute cette innovation qui se diffuse, si on ne trouve pas le moyen de la faire financer par des dispositifs solidaires, la sécurité sociale, l'assurance maladie, qui sort complètement exsangue de la crise, nos mutuelles, nos assurances, nos complémentaires, si on n'arrive pas à faire ça, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est si demain, et là je fais l'aveu devant vous, si je suis confronté à un problème de santé très dur pour mes proches ou pour moi-même, auquel il peut être facilement répondu par un algorithme d'IA, et qu'on me demande 40 ou 50 euros d'abonnement par mois pour faire ça, même s'il n'est pas remboursé, je le ferai. Le marché est là, donc il faut faire attention à cette réalité-là. On a à réserver, c'est un autre enjeu majeur de 2022, un compartiment de préservation du financement de l'innovation dans le système. Parce que sinon, à chaque fois qu'on va se prendre une crise X ou Y, celle-ci est particulièrement dure, en fait, on ne pourra pas en parallèle financer l'innovation dont on a besoin pour l'après-crise. Il y a un vrai goulet d'étranglement. Guy, c'est un plus, cette immersion des plateformes, des GAFA dans notre santé? Mais ça va venir. Ping Han, le chinois, assure déjà 300 millions de gens avec des centaines, des milliers d'hôpitaux et des moyens de télécommunication inimaginables. Amazon vient de couvrir les 52 États américains. Amazon, Jeff Bezos, en 1 minute, on a un accès par télé à un médecin. En 2 heures, on a le médicament livré chez soi. En 1 demi-heure, on a l'infirmier. Qu'est-ce que vous voulez lutter contre notre petit système de vieillards qui sont là avec leur canne, essayer de faire gna 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 gna, et moi. On va crever devant ça. Il faut réagir, il faut être prêt à se grouper pour réagir contre cet entrisme des plateformistes qui ont des capacités d'organisation inimaginables. Raphaël, je vous laisse parler après ça. C'est impossible pour moi de parler après. C'est difficile. Je vous laisse le... Merci de vous laisser le... Pardon. Je voudrais revenir en fait sur la précédente intervention de Guy sur ce point sémantique du patient au centre. Donc au centre, c'est immobile. Du coup, vous voulez changer de dimension. Moi, c'est le terme patient en fait qui me gêne un peu quand on parle de l'avenir de la politique de santé, parce que je ne connais pas de patients qui ne sont que des patients. Je connais des individus qui ont des moments dans leur vie, voire même une grande partie de leur vie, sont des patients. Mais au-delà de ça, les individus, les citoyens, ont un rôle à jouer sur leur santé. Et donc ça me rappelle une autre distinction une autre précision sémantique qui mériterait d'être faite particulièrement en France, c'est la distinction entre le soin et la santé. Quand on parle de patient et qu'on dit que le patient doit être acteur, on dit qu'il doit être acteur de son soin, de son parcours de soins, de sa vie et sa déambulation dans le système de soins. Mais en fait, au-delà de ça, les individus doivent être acteurs de leur propre santé. Et la santé dépasse le seul cadre du soin. Alors, souvent, quand on dit ça, on imagine prévention. En fait, la prévention, c'est le fait de prévenir une maladie. Quand on parle de prévention en santé, c'est le fait de prévenir une maladie. Donc ça va être surtout le fait de professionnels de santé. Mais au-delà de la prévention qui vise à prévenir une maladie ou un groupe de maladies par de l'activité physique ou des choses comme ça, il y a aussi ce qu'on appelle la promotion de la santé. En fait, il faut arrêter... Alors, bon, ça a des raisons historiques, mais notamment avec l'assurance maladie qui couvre contre un risque. Donc, le risque maladie et donc le système de santé s'est calé là-dessus. Mais le fait de parler de risque maladie, plutôt que de voir la santé comme un capital qu'il faut promouvoir, préserver, entretenir, optimiser tout au long de sa vie, ça masque une partie du problème. D'autant que ça peut répondre à d'autres problématiques qui sont souvent abordées
je pense à la décentralisation. On dit souvent qu'il faudrait décentraliser le système de santé. Alors ça pose plein de problèmes. Les experts vont vous dire oui, mais si on décentralise le système de santé, ça veut dire qu'on fait des soins qui ne sont pas forcément équitables entre les territoires. Ça pose problème. Pourtant, on veut que ce soit le même accès aux soins partout, comme si ça pouvait l'être, comme si ça l'était. Bon, on sait que ça l'est pas, mais c'est pas grave. Et on veut surtout la même qualité des soins partout. Alors ça se comprend un peu mieux. Mais la santé, si on considère que la santé n'est pas que le soin, on peut décentraliser la santé dans la mesure où beaucoup de déterminants de santé, je vais essayer d'expliciter ce terme juste après, beaucoup de déterminants de santé viennent en particulier des territoires et des politiques territoriales qui sont menées. Quand on parle de déterminants de santé, en gros, il y a des études américaines qui ont essayé de chiffrer un petit peu qu'est-ce qui déterminait l'état de santé d'une population. Donc là-dedans, vous avez 35% de l'état de santé d'une population vient des comportements individuels des gens dans cette population. Vous avez à peu près 25% qui vient de l'environnement socio-économique, le fait qu'il y ait accès à l'emploi, etc., les conditions de vie, la richesse de la nation, etc. Vous avez à peu près 10% qui vient de la biologie et de la génétique, donc ça, on ne peut pas y faire grand-chose, évidemment. Et vous avez le reste, environ 15 à 20%, 20% si on est large, qui vient du système de soins, c'est-à-dire de ce qu'on appelle communément le système de santé, l'hôpital, la ville, les médecins, les soignants, le régulateur, l'assurance maladie, l'industrie pharmaceutique, les médicaments, les dispositifs médicaux, etc. Tout ce qu'on appelle santé, tout ça c'est du soin. Mais c'est pas de la santé. La santé c'est plus large que ça. Et comme on vient de le voir, ce qui détermine la santé, c'est à 80% tout ce qui n'est pas le soin. Et donc il serait temps d'investir un peu ce champ-là, notamment à travers de la promotion de la santé, donc par des acteurs qui font de la promotion dans les écoles, de l'éducation à la santé, des choses comme ça, et par des politiques publiques qui se rendent compte que leurs politiques, y compris quand il ne s'agit pas du ministère de la Santé, voire même surtout quand il ne s'agit pas du ministère de la Santé, ont un impact sanitaire. Donc il faudrait, à mon avis, que le politique se dote d'un outil qui permette de fournir une grille de lecture sanitaire aux décideurs publics qui n'ont pas forcément idée que leurs décisions vont avoir un impact de santé. Je repense très rapidement. Je repense j'ai répondu très récemment avec le think tank que j'ai l'honneur de présider, les Ateliers Mercure. On a répondu à une mission de Monsieur Franck Chauvin, qui est président du Haut Conseil de la Santé publique, qui demandait c'est quoi l'avenir de, ça tombe bien, c'est quoi l'avenir de la santé publique. Et dans les questions qui étaient proposées, il demandait, pour vous, quelle est la plus grande avancée en santé publique dans les 10 dernières années? Alors on s'est creusé la tête, on s'est demandé est-ce que c'est les vaccins obligatoires? Oui, c'est très bien en termes de santé publique et de santé populationnelle. Est-ce que c'est l'augmentation du prix du tabac pour réduire la consommation de tabac? Oui, c'est très utile. Ce qui nous a semblé aussi majeur, c'est le développement de ce qu'on appelle les mobilités actives. Donc essentiellement du vélo. Je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Raphaël, mais dans beaucoup de grandes villes, le développement des pistes cyclables et du vélo a permis de réduire considérablement les problèmes cardiovasculaires. Alors, je pense que je parle sous votre contrôle, mais on sait que le fait d'avoir des mobilités actives, c'est pas forcément une réponse à tout, mais ça réduit le risque cardiovasculaire considérablement. Le cardiologue confirme? Je confirme, bien sûr. D'accord. Évidemment. Alors, indépendamment des politiques de la ville qui sont menées, hein, c'est pas, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet est de dire qu'on a des marges de manœuvre pour réduire les besoins de santé en agissant en amont. Et ça, quand on regarde qui a mis en place cette politique, ces plans vélo dans les villes, etc., il y a plusieurs strates. Il va y avoir les régions qui le font sur le niveau, sur le côté transport. Il va y avoir les communes et les municipalités qui le font sur le côté urbanisme. Il va y avoir l'État qui le fait sur le plan écologique, etc. Mais jamais le ministère de la Santé ou l'assurance maladie n'a mis le moindre doigt dans cette politique publique. Pourtant, c'est une politique de santé majeure en termes de santé publique et de santé populationnelle. Donc il est temps que les acteurs publics investissent le champ de la santé au sens où ils ont un impact sanitaire. Encore faut-il leur fournir les grilles de lecture pour savoir quel est cet impact et comment ils peuvent l'optimiser. Voilà. Ouais, le petit détail, c'est que on a peut-être la chance en France d'avoir un système hybride où on a une santé publique et on a aussi les mutuelles, les assurances. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les mutuelles et les assurances ont pris la main sur la prévention. Ils ont l'air d'être très actifs. Et c'est vrai qu'il y a un débat en ce moment, on ne sait pas s'il va aller loin ou pas, sur la préemption du système public sur les assurances et mutuelles. Guy, tu as un sentiment là-dessus? Non, juste une réflexion par rapport à ce qu'a dit Raphaël Weil. Je suis complètement d'accord avec lui. Nous avons aujourd'hui non pas un ministère de la Santé, mais un ministère des maladies. Et donc, il faut aller à un vrai ministère de la Santé qui devra englober l'agriculture, le sport et l'environnement.
Et les animaux, ça, et les animaux. Avec des ministres délégués techniques. Voilà. Donc sinon, moi, je ne suis pas... Le débat sur la grande sécu, je ne veux pas intervenir, je n'ai pas d'expertise suffisante sur le sujet. J'ai juste une idée, je sais bien que, comme ça, en gros, on ne pourra pas rester tel que l'on est, et que l'une des solutions serait que les assureurs et les mutuelles prennent en charge jusqu'à une somme donnée en fonction des revenus, et qu'ensuite la Sécu éponge tout le reste. David ? Oui, j'ai pas un point de vue global sur le sujet, par contre de manière partielle sur le financement de l'innovation. Et pardon, peut-être c'est pas du pessimisme, mais je crois pas à un grand soir de réforme de la politique de santé en 2022. Et par contre, il y a une urgence majeure à aller intégrer toute cette innovation en numérique, en IA, faire en sorte que tous nos concitoyens y est accès. Et je pense si les mutuelles, les acteurs de la protection complémentaire veulent montrer leur utilité, elles ont une carte majeure à jouer. Je prends un exemple d'une solution spécifique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en intelligence artificielle dans le domaine des soins bucco-dentaires. C'est un sujet qu'on a suivi sous l'angle de la supervision éthique d'une solution. Alors, je mentionne la solution parce qu'on l'a audité, donc je la connais un peu. C'est une start-up française qui s'appelle Dental Monitoring et qui est devenue notre 20e licorne, qui a levé 150 millions d'euros de financement. Et en fait, ils font une solution qui est assez chouette. En fait, vous faites une vidéo dans la bouche d'une personne, qu'elle soit en EHPAD ou qu'elle soit à l'hôpital, et l'IA redresse l'image sous forme de panoramique dentaire avec détection du risque carieux et du risque inflammatoire. Et ça permet de déclencher une alarme qui provoque ou pas l'intervention d'un chirurgien dentiste. Et donc, quand on sait l'état de la santé bucco-dentaire en EHPAD, franchement, c'est pas du luxe. Sur ce domaine-là, comme vous le savez, l'essentiel de la prise en charge de la dépense dans le domaine de la santé bucco-dentaire, le niveau d'intervention de la sécurité sociale obligatoire est très faible. C'est un domaine pour les organismes de protection complémentaire à elles d'intégrer le financement d'outils de ce type ou d'autres et de faire en sorte que ça devienne un outil accessible directement dans mon contrat de couverture complémentaire. Et ça se joue maintenant, parce que sinon on va revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure. Si on n'est pas capable d'incuber le financement de ces outils en contexte français et européen, en fait, c'est les patients français, les patients européens qui vont se tourner, ceux qui en auront les moyens, vers ces solutions-là avec leur argent propre. Et là, on risque paradoxalement à la fois d'accélérer l'innovation, mais aussi d'approfondir les inégalités d'accès aux soins. Guy et David, parce que tu es un des spécialistes, c'est vrai que le mot qui revient le plus depuis quelques années en santé, c'est le mot intelligence artificielle. Qui va nous accompagner ces prochaines années, qui nous accompagne déjà. Oui, mais excuse-moi, mais l'IA, elle est très con. Elle est vraiment très bête. C'est justement l'intérêt d'utiliser. On s'en aperçoit de plus en plus. Non, elle est extrêmement puissante au fur et à mesure que tu as de plus en plus de données. Mais les algorithmes pêchent souvent. Alors, ils sont très utiles pour nous faire des diagnostics, pour aider, pour voir des images qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais la substantifique moelle reste humaine. Qu'est-ce que tu veux? Nous avons un cerveau fantastique de 1400 grammes, tout petit. C'est une toute petite machine, notre cerveau, qui est capable de faire des shortcuts et des courts-circuits inimaginables pour aller à la bonne décision. On se trompe aussi, bien évidemment. Mais l'IA ne sera là que pour nous aider. Elle ne remplacera jamais l'expertise, le flair. Et puis, cette empathie que l'on a avec le malade, que l'on sent ou pas, pour l'aider à faire ses choix, je veux dire. Et à l'accompagner, ça reste totalement humain, la médecine. Non, mais évidemment évidemment que les technologies seront utilisées par le professionnel de santé, évidemment, pour en quelque sorte gagner du temps humain avec le patient. Exactement. Exactement. David ? Tout à fait, Guy a parfaitement raison. Il faut garder l'humain au centre du système, en pilotage, en supervision du système. Et d'ailleurs, un petit mot de SAV. Des rencontres de l'avenir. Si vous étiez ici il y a 2 ans, Nicolas avait organisé une table ronde. Moi, j'étais à côté, Guy participait, il y avait Cynthia Fleury, et on avait discuté autour de la notion de garantie humaine de l'intelligence artificielle. L'idée qu'il faut garder une supervision humaine de ces outils. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2017 avec Ethikia, mais c'est devenu un peu une co-AOC de Saint-Raphaël et des rencontres de l'avenir. Donc, suite aux rencontres de l'avenir,
l'obligation de garantie humaine de l'IA a été intégrée dans la loi de bioéthique française. Pour une fois, on a lutté contre nos travers de surréglementation, parce que c'est un droit souple et court. Deux principes: information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, et une supervision humaine par des professionnels et des représentants des patients dans la conception de l'outil et de manière régulière dans son application en vie réelle. Et le deuxième écueil qu'on a évité, vous voyez, message passé ici même à cette estrade il y a 2 ans, l'idée qu'il faut qu'on ait un droit cohérent en France et en Europe. La France avait une longueur d'avance parce qu'il y avait la loi de bioéthique à examiner. Et donc là, jeudi, le Conseil des ministres de l'Union européenne a entériné la dernière rédaction du projet de règlement européen sur l'IA, dont l'article 14 établit comme un principe européen l'obligation de garantie humaine de l'IA. Et l'Agence de sécurité sanitaire américaine, à la suite de ce texte européen, a indiqué il y a quelques mois qu'elle reprenait aussi cette notion de garantie humaine de l'IA au stade de l'application. Donc vous voyez, c'est une belle AOC des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël. Donc merci de porter ça, parce que ce qui se discute ici a aussi une portée sur le monde extérieur, et c'est un beau message pendant la crise sanitaire d'avoir su garder l'humain au centre du dispositif. Après, c'est pas le tout. J'entends déjà l'objection de mettre les choses dans le droit. Il faudra le faire vivre opérationnellement. Mais vous voyez, une idée qui diffuse. Raphaël, vous qui êtes épidémiologiste, la présence de l'intelligence artificielle, c'est un méga plus pour vous, non ? Oui, alors c'est utilisé. Alors nous, pour l'instant, la manière dont on l'utilise, c'est un peu utilisé dans la gestion hospitalière de plus en plus. Nous, notre travail en tant qu'épidémiologiste, ça va être de valider surtout les algorithmes d'intelligence artificielle en vie réelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des équipes qui vont vouloir se saisir d'outils d'intelligence artificielle. Et l'un des challenges, c'est de voir, une fois que ça a été validé par une boîte qui met en place son outil à partir de données qu'elle a récoltées dans un hôpital X ou Y, de voir si les praticiens, moi je parle pour l'hôpital parce que c'est l'hôpital que je connais, mais ça peut être pareil en ville, si les praticiens en vie réelle peuvent se saisir de l'outil et s'il a les mêmes performances que ce qui est promis ou ce qui est évalué dans une évaluation, ce qu'on appelle in silico, c'est-à-dire théorique, on va dire. Donc ça, c'est un vrai challenge. L'avantage, c'est que ça renforce les partenariats publics-privés qu'on peut voir émerger ici et là, parce que souvent, les algorithmes d'IA sont développés par des entreprises privées, des startups, des choses comme ça. Et donc, ça force un peu le monde hospitalier à se mettre en contact avec ces sociétés pour pouvoir valider leur système. En tout cas, évaluer la performance de leur système en vie réelle. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça assez intéressant. Après, je connais pas, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, l'IA. Je pense qu'il y a un autre enjeu majeur sur, en tout cas, le digital, peut-être plus que l'IA, mais l'IA aussi, le digital plus généralement, c'est sur la performance du système et l'efficience du système. Notamment le transfert de données, le fait de communiquer entre professionnels. Je pense qu'en termes même de pertinence des soins, ce que disait Guy tout à l'heure est absolument exact. On fait beaucoup de soins inutiles en France. Alors, il y a des choses qui sont liées à la manière dont on rémunère les acteurs, à des incitatifs financiers pour les acteurs, etc. Et il y a aussi des choses qui sont liées à des problèmes de transfert d'informations, où là, le digital a probablement un rôle majeur à jouer. L'exécution des formalités administratives, vous avez en Europe du Nord, 90% des premiers contacts et de la gestion des procédures administratives de remboursement, de reconnaissance d'identité qui sont gérées de manière digitale par smartphone. En France, en 2020, on avait fait la première étude sur le thème. Vous aviez uniquement 14% des Français qui déclaraient avoir déjà fait une fois leur admission à l'hôpital de manière digitale. Alors, il faudrait réactualiser cette étude. Le tableau change. Là, je pense qu'aujourd'hui, on doit être plutôt entre 30 et 40%, parce qu'il y a des outils qui se diffusent. Et je suis convaincu que d'ici un an, on aura passé la barre des 50% d'admission digitale à l'hôpital, mais on a encore beaucoup de marge de manœuvre, parce que c'est des emplois qui sont consacrés à ça. Et puis derrière, en contexte épidémique, ça permet d'éviter des concentrations de population au guichet, et c'est pas plus mal. Ça serait peut-être bien de finir sur chacun de nous une note positive quand même. On va quand même, tout n'est pas si noir, tout n'est pas si glauque. J'ai écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelait Tous guéris dans 10 ans. Il a bien marché, dommage qu'il est tombé juste avant la pandémie. Non, franchement, lisez-le. Je fais pas de pub pour Fabien, mais c'est un super texte pour mettre à portée de gestes quotidiens
le discours de santé publique. Ça, et puis je parle de tout ce qui va faire que dans 10 ans, on sera soigné complètement différemment. J'ai la chance dans mon émission d'inviter des gens incroyables, dont beaucoup d'entre vous, des chercheurs. Je cite souvent Poietis, qui fait de l'impression 3D. On arrive à fabriquer de la peau maintenant humaine en 3D. Mon ami Chulika de Selectis, qui a des ciseaux moléculaires. Vandercraft, qui fabrique des exosquelettes, qui fait que dans 10 ans, il y aura quasiment plus de fauteuils roulants. Donc c'est vrai que on a beau parler, la science avance, la médecine progresse, on fait quand même des progrès et on va vers une amélioration quand même des choses. Guy, tu es d'accord ou pas quand même? Oui. Sans t'énerver. Non, je m'énerve pas, mais je m'inquiète d'une chose. Là, je viens d'écrire un essai à la recherche du temps perçu. Tu vois, perçu, pas perdu. Parce que je vois l'accélération incroyable, exponentielle de nos vies dans tous les domaines, qui nous bouscule et qui chahute complètement nos horloges biologiques. Nous allons devenir des zombies à continuer avec les réseaux tels qu'on le fait aujourd'hui. Quand je vois que les gamins sont là à regarder des écrans lumineux qui les empêchent de dormir la nuit en permanence, je me dis oui, les Chinois ont raison de limiter à 3 heures par semaine la vue des écrans. On est en train de faire demain de l'homo numericus qui va se retrouver avec deux énormes pouces, avec des yeux gigantesques, des toutes petites jambes, parce qu'il sera assis, il n'aura même plus à marcher, un dos tout scoliotique et un citron, un cerveau tout petit. Il faut se méfier énormément du danger, je dirais, silencieux des outils numériques que nous utilisons au quotidien. Les performances cardiaques des adolescents ont baissé de 20% en 10 ans. Oui, ça ne m'étonne pas. Et le cerveau de nos gamins n'est plus du tout le même que le mien, en tout cas. Peut-être que... voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit ma mère, mais il est totalement différent. Il pèse plus que 1400 grammes, le tien. Oui. Non, mais juste comme message, attention, il ne faut surtout pas décroître, mais il faut décélérer et produire autrement, dans tous les domaines. Et ça, c'est positif? Oui. D'accord. Et oui, c'est un super challenge. C'est le challenge du politique demain. David, alors une note d'espoir. Oui, c'est celle que je partageais à l'instant, en saluant à nouveau et en remerciant Monsieur le maire de nous accueillir sur cette session. Finalement, dans une phase de crise sanitaire et de diffusion de l'innovation, faire reconnaître le principe d'une garantie humaine du numérique et de l'IA, c'est aussi une manière de se prémunir contre des dérives de ce type-là. Donc, plus ça s'accélère, plus le temps se compresse. Guy, effectivement, plus il faut avoir ces méthodes de collégialité avec le regard des professionnels, des représentants des patients et puis du grand public, parce que s'il y a peut-être une évolution positive à avoir dans ces derniers mois, des questions qui étaient des questions qu'on traitait jusque-là entre experts sont devenues des sujets débattus. Faut espérer que ça le restera, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux associés au système de santé, on l'a un peu oublié, et avec cette approche plus large de santé environnementale qui commence à poindre le bout de son nez, et ça, c'est une bonne nouvelle. Raphaël? Alors, bon, ce sera une note d'espoir un peu personnelle, on va dire, mais je pense que le fait que, après la crise, les préoccupations de santé des citoyens soient remontées en haut du tableau est une bonne, disons, un bon marchepied pour faire parler de ces sujets, pour débattre de ces sujets, peut-être acculturer nos décideurs politiques et l'ensemble de la population à ces sujets-là. Un sujet qui émerge aussi récemment, qui est le sujet des émissions, enfin, pour le cas de la santé, qui est le sujet de l'empreinte carbone du système de santé. C'est un sujet qui émerge aussi et qui commence à faire bouger les lignes. Donc non, j'ai de l'espoir sur le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs mobilisés pour améliorer les choses sur tous ces sujets. Donc voilà, il faut simplement en parler, s'en saisir et débattre de tout ça. Donc si vous avez, avant qu'on ne se quitte, si vous avez des questions dans la salle. Une question au premier rang d'abord. Ah. Non? Monsieur, allez-y. C'est pas de la flatterie, mais j'ai lu votre livre qui est une merveille. Je suis médecin. Mais le livre de qui? Le vôtre. Ah, c'est sympa ça. Monsieur est mon père, voilà. je vous présente. Merci papa. Il m'a pas payé, il m'a pas payé.
J'ai une question sur un acteur de santé dont on n'a absolument pas parlé depuis le début et qui existe dans les déserts médicaux, qui est le pharmacien d'officine. Vous avez raison. C'est vrai. Chez lequel moi je vois beaucoup d'avenir et on pourrait très bien être un correspondant d'Amazon ou de Netflix local. Alors, vous avez parfaitement raison. Hein, il faut saluer absolument l'extension des champs d'intervention de pharmaciens. Hein, ils ont joué un rôle tout à fait décisif pendant la crise, parfois un peu méprisé, mais aussi en sachant se positionner. Hein. Vous avez des choses qui se font en pharmacie aujourd'hui qui ne se faisaient pas il y a quelques mois. Alors après, je pense que pour avancer concrètement dans le sujet, il faut se représenter les choses sur des processus très pratiques. Vous voyez, par exemple, dans le domaine de l'IA, pour éviter ce que je décrivais tout à l'heure, le Netflix de la santé, l'autodiagnostic, moi je vois très très bien, par exemple, dans le domaine de la rétinopathie du diabète, vous avez toute une série de cas concrets d'algorithmes qui permettent de faire de l'interprétation automatique de clichés de fond d'œil. Vous avez aujourd'hui des dispositifs simples qui permettent de faire un cliché de fond d'œil en première intention. Donc ça, demain, peut-être, ça pourra se faire en première intention chez le pharmacien pour détecter des éléments indicateurs inquiétants, puis avec derrière le contrôle du spécialiste qui sera informé en temps réel de ce qui se passera par des canaux de messagerie sécurisés. Et vous voyez, ce n'est pas un bypass du médecin, c'est un rapprochement du terrain, du diagnostic de spécialité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et le pharmacien a un rôle central de professionnel de santé pour assurer aussi le respect des compétences de ses confrères. Mais c'est vrai que le pharmacien a passé une traversée du désert pendant quelques années où beaucoup de gens disaient est-ce que le métier de pharmacien va péricliter? Est-ce que avec les nouvelles technologies, on pourra acheter directement les médicaments sur Internet? Est-ce que le métier de pharmacien va disparaître? Finalement, cette crise du Covid nous a montré que le pharmacien était vraiment en première ligne. Hein, c'est celui qui voit les patients en premier. Et puis, il y a eu une baisse des volumes, il y a une baisse des revenus des pharmaciens. Heureusement, tout ça est compensé par des honoraires qu'ils prennent maintenant. Et surtout, un rôle de conseiller, Guy le disait, le pharmacien fait aussi partie des gens qui, en première ligne, vont conseiller aussi les patients et être en contact avec les autres maillons de la chaîne. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord et je les admire beaucoup. Je remarque simplement aussi, ça c'est une petite pierre dans le jardin de mes confrères, que les pharmaciens ne s'installent pas où ils veulent. Ça, tu parles de la régulation d'installation des médecins. Oui. Les infirmiers et les pharmaciens sont régulés. C'est-à-dire qu'on ne les empêche pas de s'installer tant qu'il y a une demande. Mais s'il y avait surnombre, à ce moment-là, on leur demande d'attendre. Oui, c'est toujours le même problème. L'étudiant en première année de médecine est contre le numerus clausus. Dès qu'il passe en deuxième année, il est pour le numerus clausus. Ouais, c'est toujours la même chose. Le médecin installé voudrait une régulation. Maintenant, c'est vrai que les kinés, beaucoup de professions de santé sont régulées. C'est vrai qu'on pourrait dire, vous voulez être cardiologue je dis n'importe quoi, dans le 19e arrondissement. Il y a déjà pas mal de cardio. Attendez qu'un cardio parte en retraite pour vous installer. Il y aurait peut-être une meilleure répartition, mais là, on se heurte aussi, évidemment, aux étudiants. C'est normal. En revanche, ce qui n'a pas de sens, c'est de vouloir obliger les tout jeunes, les internes ou les jeunes médecins la première année en disant, au prétexte que leurs études ne sont pas chères, qu'ils ne payent pas cher, qu'ils puissent faire 6 mois ou 1 an dans un désert médical, c'est absurde, parce que cette population-là n'aurait que des jeunes qui seraient au tout début de leur boulot. Deuxièmement, c'est méconnaître complètement la sociologie des jeunes médecins. Ce sont des femmes aujourd'hui qui sont souvent avec un conjoint qui a un métier dans la ville où elles ont été formées, et parfois déjà un enfant, donc on ne va pas les balader à 200 km pour aller faire des remplacements, c'est absurde. Donc, le seul moyen que l'on a, c'est éventuellement d'empêcher la concentration trop importante de médecins, mais ne surtout pas les obliger à s'installer. Coercition interdite. Oui, rapidement. Sur les pharmacies, d'abord, effectivement, c'est un levier essentiel et c'est un acteur de soins extrêmement précieux. C'est le seul qui a une densité comme ça sur le territoire. Je crois qu'il y a 30 000 pharmacies en France. Il n'y a pas d'autres professionnels de santé qui ont une telle densité territoriale. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et en plus, c'est une profession qui est très en avance, je trouve, sur des questions de mode de rémunération. Je prends un exemple.
pour ce qui est du paiement à l'acte chez les médecins, c'est un truc qui est très difficile à faire bouger. Vous avez beaucoup d'opposition parmi les syndicats de médecins, etc., pour des raisons historiques qu'on a un peu explicitées tout à l'heure. Pour le coup, les pharmaciens ont bien compris qu'il y avait un problème de pertinence d'utilisation des médicaments. Et il y a un avenant récent à leur convention, la convention qu'ils signent avec l'assurance maladie, qui permet de rémunérer les pharmaciens plus en fonction des volumes de médicaments vendus, mais plutôt en fonction de la pertinence des médicaments qui sont vendus, ce qui est une très bonne idée et ce qu'on pourrait reproduire pour les autres professionnels de santé. Un autre mot sur la régulation. Ce qui est dit est vrai. Le problème, c'est que en fait, la régulation, ça ne marche que quand il y a des zones surdotées. Les zones surdotées en médecine, pas aux besoins, mais à la demande actuelle de soins médicaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne suis pas sûr que ça réponde entièrement à la problématique des déserts médicaux ou du manque de médecins. Je pense que vraiment, il est impératif d'agir en amont pour réduire les besoins et surtout d'aligner la consommation ou la demande de soins avec les besoins réels. C'est-à-dire de ce que disait Guy tout à l'heure, de réduire les soins indus, inutiles. Et pour ça, il faut changer en grande profondeur le système. C'est très difficile, mais il faut le faire. Une dernière question. Oui, bonjour. Je vous remercie d'avoir abordé ce thème de l'organisation du système de santé. Je voulais mettre un commentaire qui implique une question. J'ai une expérience maintenant un petit peu nourrie en tant que praticien hospitalier, chef de pôle, et plus récente en tant qu'élu territorial. Donc nous n'avons pas abordé la problématique du pilotage du système de santé. Comme vous le savez, la gouvernance. Du pilotage, de la gouvernance, que ce soit au niveau des grandes institutions de l'État, ministère de la Santé, vous avez la Direction Générale de l'Offre de Soins, Santé Publique France, en région, les ARS et leurs délégations territoriales au niveau des départements, avec des fonctionnements qui, pour nous, en tant que médecins hospitaliers de terrain, sont extrêmement lourdes, ont des modes de fonctionnement parfois en silo, avec une façon d'aborder la mise en œuvre de projets qui est extrêmement verticale, qui tient peu compte de l'expérience et de la vie des acteurs de terrain. En tant qu'élu territorial, je constate aussi que cette organisation très verticale elle ne tient pas compte de la vie des politiques locaux, des professionnels de santé dans les territoires, et qu'il est extrêmement difficile de faire entendre sa voix à ce titre. En tant que praticien hospitalier, je constate également, on retrouve cette lourdeur et cette rigidité au niveau du management des hôpitaux, je dirais même au niveau du leading des hôpitaux, avec des directeurs d'hôpitaux qui ont tout pouvoir, président de comité médical, d'établissement, président du conseil de surveillance qui ont des voix qui sont consultatives, et avec une absence de confiance ressentie envers ce que nous, on a proposé. On s'est rendu compte pendant la crise que finalement, on n'a pas attendu que les ARS nous disent ce qu'il fallait faire, à la fois au niveau de la ville, des hôpitaux, des collectivités territoriales. On s'est tous pris par la main et on a tous organisé la prise en charge de nos patients. Donc, à votre avis, quels seraient les leviers que nous pourrions activer pour essayer de dépoussiérer cette vieille organisation, de la moderniser, de la sortir de ses fonctionnements archaïques? Et j'en profite aussi pour remercier Guy Valencien, que je soutiens sur sa position concernant les infirmiers en pratique avancée, qui nous aideraient beaucoup dans nos pratiques quotidiennes. D'accord. Merci de m'avoir écouté. D'accord, merci pour nous. Guy, une réflexion très rapide. Très rapide. J'adhère complètement à ce qui a été dit. On est dans un pays administré, sachant que l'administration considère le citoyen comme un ignare tricheur. Voilà. Alors, tant qu'on est avec cette mentalité-là, il est difficile de laisser les acteurs s'emparer des thèmes et des pratiques qu'ils connaissent. Et l'expérience a bien montré, effectivement, pendant la Covid, combien les professionnels de santé ont su s'organiser en lâchant toutes les autorisations, tous les règlements. Il a fallu parer au plus pressé et avec une qualité et une cohésion incroyable. Donc, il faut laisser faire les acteurs localement, beaucoup plus. Il faut donc libérer, mais c'est très difficile dans un monde ultra centralisé comme le nôtre. C'est un vrai combat que je soutiens à fond. Et il faut aussi dégraisser sur ces multicouches d'institutions, d'associations, de... Oui, totalement. Et il faut des agences régionales de santé qui soient régionales et qui aient l'argent, non pas uniquement l'argent pour quelques projets dans le cadre
des appels d'offres que l'on fait à quelques millions, mais véritablement sur 3 000 euros qu'on dépense pour chaque Français, on pourrait avoir 1 500 euros dévolus à la région et qu'elle se débrouille avec cela et qu'elle puisse laisser les acteurs faire. Est-ce qu'on attend juste pour une dernière question ou pas? Parce que j'avais vu un bras se lever. Voilà, madame, ici. Très rapidement. Question courte, réponse courte. Là. Peut-être en un mot, en termes de levier pour la décentralisation, je pense que si les collectivités s'intéressaient aux questions de santé, c'est le cas hein, pour une partie d'entre elles, s'intéressaient plus aux questions de santé et moins d'accès aux soins, il y a vraiment des leviers d'action sur des questions de promotion de la santé énormes, majeurs, dont elles peuvent s'emparer, qui ont des effets. Pas forcément à très court terme, mais qui ont des effets et qui peuvent être mis en avant, qui peuvent être vendables sur le plan y compris politique. Donc il faut simplement dépasser le seul cadre du soin et de l'accès aux soins, mais sur des questions de promotion de la santé, il y a des vraies marges de manœuvre pour les élus territoriaux. Donc dernière question, vous avez intérêt à poser une bonne question parce qu'on a dépassé là. Je voulais simplement élargir par rapport à la prévention ce que disait Raphaël, si je peux me permettre. Sur la place, quand on vous disiez du pharmacien qui effectivement a beaucoup évolué, mais sur la place aussi qui n'est pas forcément reconnue de l'herboristerie, avec toute la médecine naturelle et tout ce qui peut être en amont une façon d'être dans la prévention de la santé avant d'aller évidemment après quand les maladies se... Donc quelle est la place que vous imaginez ou est-ce que c'est vraiment un mur entre les médecines naturelles et l'herboristerie et la médecine traditionnelle? C'est une question difficile parce que je suis méthodologiste et épidémiologiste, donc j'ai l'habitude de... Evidence-based medicine. Voilà, d'être très dans l'évaluation concrète et en même temps, j'ai pas du tout envie de fermer la porte à des pratiques qui permettraient de prévenir des maladies. Ce que je peux dire, c'est que même si j'ai pas la preuve qu'une pratique permet de prévenir des maladies, tant qu'il n'y a pas de risque de dérive sectaire ou d'éloignement de l'accès aux soins, ce qui est quand même un risque pour certaines pratiques alternatives, d'ailleurs j'aime pas le terme d'alternative mais plutôt complémentaire, ce qui me semble essentiel, c'est surtout de s'appuyer sur des questions que les gens prennent conscience qu'ils sont acteurs de leur santé et pas que de leur parcours de soins. Voilà. Je pense que c'est ça le principal. Après, ça peut passer par des choses qui peuvent parfois paraître ésotériques, qui ne sont pas forcément evidence-based, etc. En général, nous, en tant que méthodologistes, on attribue ça à ce qu'on appelle l'effet placebo. Moi, je pense que c'est un terme absolument formidable. Hein. L'effet placebo, c'est un truc qu'il faudrait promouvoir. Quelque chose qui marche, en plus, ça marche. Quelque chose qui marche extrêmement bien. Donc, si c'est de l'effet placebo, tant mieux. Enfin, je veux dire, go, il faut y aller. La seule question sur l'effet placebo, c'est ensuite, est-ce que ça doit être remboursé ou pas par l'assurance maladie? Mais c'est un débat technique, d'experts qui a pas et c'est un grand autre intérêt. problème. Et c'est un autre sujet. On va s'arrêter là. Franchement, on est bien sans Yves Tréhard. Hein. Moi, Merci Guy, merci. Surtout ne change pas. Surtout ne change pas. Non. Merci à toi. Merci David, qui est le seul avec qui a un cerveau Merci qui est mélangé avec Nicolas. l'intelligence artificielle. Merci Raphaël. Décidément, l'intelligence est génétique chez vous. Merci à vous tous. Et merci à Nicolas Bouzou. Merci Fabien, on peut l'applaudir. Bravo Fabien Gaz. Merci beaucoup.